Un dimanche après-midi de juin 1975, deux frères partent pêcher sur les rives de la Loire à Tours. Ils ne reviendront jamais. 30 ans plus tard, une montre gravée à leur nom ressurgirait dans des circonstances troublantes, révélant l'une des vérités les plus sombres de l'histoire criminelle française. Comment est-il possible qu'une enquête menée par les autorités les plus compétentes n'ait rien trouvé pendant 3 décennies? Et que révèle réellement cette montre sur ce qui s'est passé ce jour-là au bord de la Loire? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Tours, juin 1975. La ville s'éveille doucement dans la chaleur estivale qui caractérise la vallée de la Loire. Les platanes bordent les boulevards Heurteloupe et Béranger, leurs feuilles filtrant la lumière dorée du soleil couchant. Dans le quartier de la Riche, sur la rive droite de la Loire, la vie s'écoule paisiblement dans les maisons ouvrières aux façades de tuffeau blanc, cette pierre calcaire si caractéristique de la région. La famille Bonneau habite une modeste maison de ville au 47 rue des Artisans, une artère tranquille qui descend vers les quais. Raymond Bonneau, 42 ans, travaille depuis 20 ans aux établissements MAM, l'imprimerie réputée qui emploie une grande partie de la population locale. Homme discret aux mains marquées par l'encre et les machines, il rentre chaque soir, à 18 heures précises, saluant ses voisins d'un hochement de tête respectueux. Marguerite, son épouse, a 40 ans et exerce comme couturière à domicile. Ses doigts agiles manient l'aiguille avec la précision d'une horlogère, reprisant les vêtements des familles du quartier depuis son installation dans une petite pièce au rez-de-chaussée transformée en atelier. Les après-midi, on peut l'entendre fredonner des mélodies de Charles Trenet tout en travaillant, sa voix douce se mêlant au ronronnement de sa machine à coudre Singer. Dans cette ambiance familiale protectrice grandissent Michel et André Bonneau. Michel, 14 ans, possède cette curiosité naturelle des adolescents qui découvrent le monde. Élève appliqué au collège Anatole France, il nourrit une passion dévorante pour la pêche qu'il pratique depuis l'âge de 8 ans. Ses yeux bruns pétillent d'intelligence et ses mains, déjà habiles, savent nouer les plus fins hameçons et préparer les appâts avec une patience d'adulte. André, son aîné de 2 ans, a hérité du tempérament protecteur de son père. Plus grand que son frère, il arbore déjà une carrure d'homme malgré ses 16 ans. Apprenti menuisier chez M. Gaudin, un artisan réputé de la rue Nationale, il apprend les secrets du travail du bois avec la même minutie que Michel étudie les habitudes des poissons de Loire. Les deux frères partagent une complicité rare. Chaque dimanche après-midi, après le déjeuner familial et la sieste obligatoire imposée par leur mère, ils se retrouvent pour leur rituel hebdomadaire. La pêche sur les berges de la Loire. Leur spot favori se situe en amont du pont Wilson, là où la rivière forme un méandre paisible, protégé des courants principaux par une série de bancs de sable que les crues hivernales redessinent chaque année. Ce dimanche 15 juin 1975, le temps est particulièrement clément. Les prévisions météorologiques annoncent 24 degrés et un ciel dégagé. Vers 13h30, après avoir aidé leur mère à débarrasser la table du déjeuner dominical, les deux frères rassemblent leur matériel de pêche dans le petit appentis du jardin. André vérifie minutieusement leur canne en bambou, un cadeau de leur grand-père paternel, tandis que Michel prépare les appâts dans une boîte en fer-blanc. Vers de terre qu'il a déterré la veille dans le jardin, quelques asticots achetés chez le marchand d'articles de pêche de la rue du Commerce. Vous rentrez avant 18 heures, leur rappelle Marguerite en les embrassant sur le front, geste d'affection qu'elle répète chaque dimanche depuis des années. Et vous faites attention aux berges, elles sont glissantes avec la pluie de cette semaine. Les garçons acquiescent en souriant, habités par cette impatience joyeuse qui précède leurs escapades dominicales. Ils quittent la maison vers 14 heures, leur bicyclette chargée du matériel nécessaire, cannes, épuisettes, seaux, provisions et la petite radio transistor qu'André a économisé des mois pour s'offrir. Le trajet jusqu'à leur lieu de pêche ne prend que 15 minutes. Ils longent la rue des Artisans,
tournent à gauche sur l'avenue André Malraux, puis descendent vers les quais par la rue des Tanneurs. La Loire coule paisiblement, ses eaux légèrement teintées par les pluies récentes qui ont lessivé les terres agricoles en amont. Le niveau est parfait pour la pêche, ni trop haut ni trop bas. Arrivés sur place, les frères installent leur campement avec la méthode acquise au fil des années. André plante les cannes dans le sol meuble de la berge, tandis que Michel prépare les lignes avec une dextérité remarquable pour son âge. Ils choisissent toujours le même emplacement, à l'abri d'un bosquet de saules pleureurs qui leur offre une ombre naturelle et une protection contre les regards indiscrets. Vers 15 heures, leur séance de pêche bat son plein. Michel a déjà ferré 2 petits gardons qu'il remet consciencieusement à l'eau après les avoir admirés. André, plus patient, attend la prise qui lui permettra de remporter leur petit concours informel hebdomadaire. La radio diffuse les tubes de l'été. Il est libre Max de Hervé Villard, Lady Marmalade de La Belle. Les 2 frères écoutent distraitement, concentrés sur leurs bouchons qui dansent au gré du courant. C'est à ce moment-là, vers 15h45, que tout bascule. André, qui surveille sa ligne du coin de l'œil, aperçoit quelque chose d'inhabituel sur la rive opposée. Un camion bâché de couleur sombre s'arrête près d'un petit embarcadère de service que les péniches utilisent parfois pour leurs manœuvres. Plusieurs hommes en descendent, portant des combinaisons de travail et des gants épais. « Regarde, Michel !» chuchote André en pointant du doigt vers la rive gauche. « Qu'est-ce qu'ils font ?» Michel se retourne et observe la scène avec curiosité. Les hommes, au nombre de 4, déchargent méthodiquement des bidons métalliques du camion. Les contenants, d'une 50aine de litres chacun, paraissent lourds à manipuler. Même à distance, les frères peuvent voir que les hommes peinent à les transporter jusqu'au bord de l'eau. Ce qui frappe André, c'est le comportement des hommes. Ils regardent constamment autour d'eux, comme s'ils craignaient d'être observés. L'un d'eux fait le guet pendant que les autres travaillent. Leurs gestes sont précis, organisés, révélant une planification minutieuse de l'opération. Ils vident les bidons dans la Loire, constate Michel à voix basse, incrédule. Papa dit toujours qu'il ne faut rien jeter dans la rivière. André plisse les yeux pour mieux voir. Effectivement, les hommes versent le contenu des bidons directement dans l'eau. Un liquide sombre, visqueux, se répand à la surface en formant des reflets irisés qui trahissent sa nature chimique. L'odeur âcre qui parvient jusqu'à eux confirme leurs soupçons. Ce n'est pas de l'eau qu'ils déversent. C'est interdit, murmure André, qui a appris les règles de protection de l'environnement dans ses cours d'éducation civique. Il faut signaler ça aux gendarmes. Les frères observent la scène avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Les hommes travaillent avec une efficacité redoutable, vidant bidon après bidon dans la Loire. Au total, ils en comptent une 15aine. L'opération dure environ 20 minutes, pendant lesquelles la surface de l'eau se couvre d'une pellicule huileuse qui dérive lentement vers l'aval. Soudain, l'un des hommes, celui qui fait le guet, tourne la tête dans leur direction. Même à distance, les frères perçoivent sa tension. L'homme dit quelque chose à ses complices qui s'arrêtent instantanément et regardent vers la rive droite. « Ils nous ont vus », souffle Michel, le cœur battant. André réfléchit rapidement. La situation lui paraît dangereuse, mais il ne veut pas alarmer son petit frère. « On range nos affaires et on rentre », décide-t-il. « On racontera tout à papa. » Mais au moment où ils commencent à remballer leur matériel, ils entendent le bruit d'un moteur qui démarre. Une vedette sort de sa cachette derrière l'embarcadère, se dirigeant rapidement vers leur position. À bord, 3 des hommes qu'ils ont observés, dont celui qui montait la garde. « Cours !» crie André à son frère. « Laisse tout et cours !» Michel, paralysé par la peur, reste figé quelques secondes. André l'attrape par le bras et l'entraîne vers les vélos. Mais leurs bicyclettes sont attachées à un arbre situé à une 20aine de mètres de leur poste de pêche. La vedette approche rapidement, et les hommes à bord crient quelque chose dans une langue que les frères ne comprennent pas immédiatement. « Petit, venez ici. On veut juste vous parler. » La voix a un accent du Midi, traînant, mais le ton n'a rien de rassurant. André comprend instinctivement que leur vie est en danger. Il pousse Michel vers le sentier qui remonte vers la route, abandonnant tout leur matériel de pêche. « Plus vite !» l'encourage-t-il.
Mais Michel, plus petit et moins athlétique, peine à suivre le rythme. Derrière eux, la vedette a accosté. Ils entendent les hommes débarquer et se lancer à leur poursuite. Les pas lourds résonnent sur la terre battue du sentier. André se retourne et voit que leurs poursuivants gagnent du terrain. « Je n'y arrive plus », halète Michel, le visage rouge d'effort. André prend une décision qui lui semble logique sur le moment. « On va se cacher dans les roseaux, près du petit pont de bois. Ils ne nous trouveront pas. » Les deux frères obliquent vers la droite, quittant le sentier principal pour se diriger vers une zone marécageuse, où poussent de hauts roseaux. C'est un endroit qu'ils connaissent bien, où ils viennent parfois observer les oiseaux aquatiques. Les roseaux forment un véritable labyrinthe naturel, avec des passages connus d'eux seuls. Ils s'enfoncent dans la végétation dense, l'eau froide de la Loire léchant leurs chaussures. André guide son frère vers le centre de la roselière, là où un petit îlot de terre ferme leur offre un refuge temporaire. Accroupis dans leur cachette, ils retiennent leur respiration et écoutent. Les voix des hommes se rapprochent. Ils parlent en français, mais avec cet accent méditerranéen qui trahit leurs origines. Leurs propos sont inquiétants. Il faut les retrouver. Ils ont tout vu. Le patron ne pardonnera pas. Michel tremble contre son frère. André lui serre la main pour le rassurer, mais lui-même est terrifié. À 14 et 16 ans, ils ne comprennent pas encore dans quoi ils ont mis les pieds, mais leur instinct leur dit que leur vie est en danger. Les hommes fouillent les environs pendant près d'1 heure. Ils utilisent des lampes torches malgré la clarté du jour, inspectent chaque buisson, chaque recoin. Leur voix porte dans l'air calme de cette fin d'après-midi. Cherchez près de l'eau, ils ne peuvent pas être loin. Vérifiez derrière les arbres. Vers 17 heures, les recherches semblent s'intensifier. Les frères entendent des branches qui craquent, des pas qui s'approchent dangereusement de leur cachette. Michel étouffe un sanglot dans sa main. André ferme les yeux et prie silencieusement. Soudain, une voix résonne très près d'eux. « Là, je vois quelque chose dans les roseaux. » Un homme écarte la végétation à moins de 10 mètres de leur position. André voit son visage. Un homme d'une 40aine d'années, au teint basané, avec une cicatrice qui lui barre la joue gauche. Ses yeux sont froids, déterminés. Il tient quelque chose à la main qui brille au soleil. « Sortez de là, les gosses! On ne vous fera pas de mal si vous coopérez. » Mais André ne croit pas à cette promesse. Il a lu assez de romans policiers pour savoir que les hommes comme celui-ci ne laissent jamais de témoins. Il serre plus fort la main de son frère et lui murmure à l'oreille « Quoi qu'il arrive, dis-toi que papa et maman nous aiment. » L'homme aux yeux froids se rapproche encore. Il a maintenant localisé leur cachette avec précision. « Allez, sortez! Ça ne sert à rien de se cacher. » Dans un dernier geste de courage, André se lève brusquement et fait face à l'homme. « Qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien fait de mal. » L'homme sourit, mais son sourire n'a rien de rassurant. « Vous avez vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir, petit. Maintenant, venez avec nous, on va juste discuter. » Michel, resté accroupi, tremble de tous ses membres. André sent que la situation échappe complètement à son contrôle. À 16 ans, malgré sa maturité, il reste un enfant face à ces hommes déterminés. « Mon frère n'a rien vu », tente-t-il de négocier. « Laissez-le partir. C'est moi qui observais. » L'homme aux yeux froids secoue la tête. « Ça ne marche pas comme ça, mon garçon. Vous venez tous les deux. » C'est à ce moment-là que Michel, pris de panique, se met à courir vers la Loire. André crie son nom et se lance à sa poursuite, mais l'homme l'attrape par le bras avec une poigne de fer. « Michel, reviens !» Le cri d'André résonne sur l'eau, mais Michel continue sa course désespérée. Il court vers la berge, peut-être dans l'espoir de trouver un autre endroit pour se cacher, ou simplement par instinct de survie. Les événements qui suivent se déroulent avec une rapidité terrifiante. D'autres hommes surgissent de différentes directions, encerclant les deux frères. Michel, arrivé au bord de l'eau, se retourne et voit qu'il est pris au piège. Ses yeux croisent ceux de son frère une dernière fois. « Je suis désolé, » chuchote André, mais Michel ne peut pas l'entendre à cette distance. Ce qui se passe ensuite dans cette roselière au bord de la Loire restera à jamais gravé dans la mémoire de cette eau paisible qui a vu naître tant de légendes. Les oiseaux aquatiques s'envolent soudainement, troublés par des sons qui ne devraient pas exister dans ce havre de paix naturelle. Vers 18 heures, le silence revient sur les berges.
La vedette repart vers la rive gauche, où le camion bâché attend toujours. Les hommes rembarquent méthodiquement leur matériel et nettoient soigneusement les traces de leur passage. Ils emportent avec eux les bicyclettes des frères, leurs cannes à pêche, leurs seaux, leurs petites radios. Tout doit disparaître. Sur la berge droite, seuls quelques signes témoignent du drame. Des empreintes de pas dans la boue, quelques brins d'herbe écrasés, et au fond de l'eau, près des roseaux, une montre de poche en argent qui a glissé de la veste d'André pendant la lutte. Cette montre, cadeau d'anniversaire de leur grand-père paternel, porte une gravure sur le boîtier « Pour André et Michel, mes petits-fils adorés. Grand-père Lucien, 1974 ». Elle repose maintenant dans la vase, à 3 mètres de profondeur, attendant patiemment que les courants de la Loire l'emportent vers son destin. Quand 18 heures sonnent à l'horloge de la cathédrale Saint-Gatien, Marguerite Bonneau commence à regarder par la fenêtre. Ses fils sont habituellement ponctuels, respectueux des horaires qu'elle leur impose. Elle se dit qu'ils ont peut-être eu une pêche exceptionnelle et qu'ils rentrent leur prise plus longtemps que d'habitude. À 18h30, l'inquiétude commence à poindre. Raymond, rentré de son travail, tente de la rassurer. « Tu sais comment sont les gamins quand ils pêchent, ils oublient l'heure qui passe. » Mais Marguerite connaît ses fils. André, surtout, n'oserait jamais rentrer en retard sans prévenir. À 19h, elle envoie son mari vérifier leur lieu de pêche habituel. Raymond enfourche sa bicyclette et se dirige vers les quais. Le trajet lui paraît interminable. Une angoisse sourde lui serre la poitrine. Arrivé au bord de la Loire, il découvre un paysage vide et paisible. Aucune trace des garçons, ni de leur matériel. Il appelle leur nom, sa voix portant sur l'eau calme. « André! Michel !» Seul l'écho lui répond. Il inspecte minutieusement les berges, cherchant des indices. Dans la boue, il découvre des empreintes de pas, mais elles sont nombreuses et confuses. Impossible de déterminer ce qui s'est passé. De retour à la maison, Raymond trouve Marguerite en larmes. « Ils ne sont nulle part », annonce-t-il d'une voix blanche. « Il faut prévenir les gendarmes. » À 20 heures précises, Raymond Bonneau pousse la porte de la brigade de gendarmerie de Tours, située rue Émile Zola. Le brigadier-chef André Malcor, un homme d'expérience aux cheveux grisonnants, reçoit sa déclaration avec attention. « Depuis quand vos fils n'ont-ils pas donné de nouvelles ?» demande-t-il en préparant sa machine à écrire. Ils sont partis vers 14 heures pour aller pêcher. Ils devaient rentrer avant 18 heures. Ils ne sont jamais en retard. Le brigadier-chef note consciencieusement les détails. Âge des enfants, lieu de pêche habituel, description physique, vêtements portés. André avait un jean bleu, un pull rouge tricoté par sa mère, des baskets blanches. Michel portait un short beige, un t-shirt jaune, des sandales marron. « Ils savent nager », s'enquiert le gendarme. « Oui, très bien, ils connaissent la Loire comme leur poche, ils ne prennent jamais de risques. » Le brigadier-chef Malcor a déjà traité plusieurs cas de disparition d'enfants dans la région. La plupart se terminent bien. Les enfants sont retrouvés chez des amis, où ils ont simplement perdu la notion du temps. Mais quelque chose dans l'attitude de Raymond Bonneau le trouble. Ce père de famille n'est pas du genre à s'alarmer pour rien. « Nous allons organiser des recherches dès demain matin, promet-il. En attendant, rentrez chez vous, vos fils vont peut-être réapparaître dans la soirée. » Mais les heures passent sans nouvelles. Marguerite et Raymond ne ferment pas l'œil de la nuit, guettant le moindre bruit à la porte. Ils ont prévenu les voisins, qui promettent de garder l'œil ouvert. Le lundi 16 juin 1975, dès 6 heures du matin, les recherches officielles commencent. Le brigadier-chef Malcor mobilise tous les effectifs disponibles. 8 gendarmes, plus une dizaine de volontaires du quartier. Les recherches se concentrent sur les berges de la Loire, en amont et en aval du lieu de pêche habituel des frères. Les gendarmes interrogent méthodiquement tous les témoins potentiels. Madame Charpentier, qui habite près des quais, affirme avoir vu les 2 garçons partir vers 14 heures. « Ils avaient l'air heureux, comme d'habitude », témoigne-t-elle. « Ils m'ont fait un petit signe de la main. » Monsieur le maître, un retraité qui promène son chien tous les après-midi le long de la Loire, a aperçu les bicyclettes des enfants vers 15 heures. Elles étaient attachées à leur arbre habituel, précise-t-il. J'ai entendu la radio qui jouait.
Tout semblait normal. Les plongeurs de la sécurité civile de Tours arrivent dans la matinée. Ils fouillent méthodiquement le lit de la Loire, secteur par secteur. L'eau est trouble à cause des pluies récentes, ce qui complique leurs recherches. Ils utilisent des perches pour sonder la vase, espérant découvrir des indices. Vers midi, les plongeurs remontent à la surface un objet qui fait battre le cœur des parents. Une épuisette rouge, celle qu'André utilisait toujours pour remonter ses prises. L'objet est retrouvé à environ 100 mètres en aval du lieu de pêche habituel, coincé entre des branches submergées. Cela ne signifie pas forcément qu'il leur soit arrivé malheur, tente de rassurer le brigadier-chef Malcor. L'épuisette a pu tomber à l'eau accidentellement et dériver. Mais cette découverte donne une nouvelle orientation aux recherches. Les plongeurs concentrent leurs efforts sur cette zone, fouillant chaque recoin, chaque anfractuosité du lit de la rivière. Ils ne trouvent rien d'autre. L'après-midi, les recherches s'étendent vers l'amont. Une équipe de gendarmes remonte la Loire sur plusieurs kilomètres, inspectant chaque berge, chaque bosquet. Ils découvrent des traces de pas dans la boue, mais ces empreintes sont si nombreuses qu'il est impossible de les identifier avec certitude. Vers 16 heures, un détail attire l'attention des enquêteurs. Sur la rive gauche, en face du lieu de pêche habituel des frères, ils découvrent des marques de pneus dans la terre, comme si un véhicule lourd s'était arrêté là récemment. Les traces sont fraîches, datant probablement de la veille. Le brigadier-chef Malcor examine attentivement ces empreintes. Elles correspondent à un camion de fort tonnage, probablement un véhicule de chantier. Mais qu'est-ce qu'un camion faisait à cet endroit isolé un dimanche après-midi ? Il faut interroger les riverains de la rive gauche, décide-t-il. Quelqu'un a peut-être vu ce camion. Les gendarmes se rendent dans les fermes et les maisons isolées de la rive gauche. Madame Girard, qui habite une petite maison près de l'embarcadère, se souvient effectivement d'avoir entendu un moteur vers 15 heures. « J'étais dans mon jardin », raconte-t-elle. « J'ai entendu un camion qui s'arrêtait près de la rivière. Ça m'a étonné parce que personne ne vient jamais par là le dimanche. »« Avez-vous vu le camion ?» demande le gendarme. « Non, ma haie me cachait la vue, mais j'ai entendu des voix d'hommes. Ils parlaient fort, comme s'ils dirigeaient une équipe de travail. » Ce témoignage intrigue les enquêteurs. Que faisait une équipe de travail dans ce secteur isolé un dimanche après-midi? Ils décident d'approfondir cette piste. Malheureusement, les autres riverains n'ont rien remarqué d'anormal. Monsieur Deveau, qui habite la ferme la plus proche, était absent tout l'après-midi. « J'étais chez ma sœur à Amboise », précise-t-il. « Je ne suis rentré qu'en fin de soirée. » Les recherches se poursuivent toute la semaine. Chaque jour, les effectifs diminuent, mais la détermination reste intacte. Les parents des enfants, soutenus par leurs voisins et leurs amis, organisent des battues bénévoles. Ils fouillent les bois, les champs, les granges abandonnées dans un rayon de 20 kilomètres. La presse locale s'empare de l'affaire. La Nouvelle République du Centre-Ouest publie un article en première page. 2 enfants disparaissent mystérieusement à Tours. L'article comprend les photos scolaires d'André et Michel, ainsi qu'un appel à témoins. Cette publicité génère de nombreux appels à la gendarmerie. Des témoins affirment avoir vu les 2 enfants dans les endroits les plus divers. À la gare de Tours, dans un bus vers Amboise, sur la place Plumereau. Toutes ces pistes sont vérifiées méthodiquement, mais aucune ne débouche sur une découverte concrète. Le samedi 21 juin, une semaine après la disparition, les recherches officielles sont officiellement suspendues. Le brigadier-chef Malcor convoque les parents pour leur annoncer cette décision difficile. « Nous avons mobilisé tous les moyens disponibles », explique-t-il avec compassion. Nous avons fouillé plusieurs kilomètres de berges, sondé le lit de la Loire sur une distance considérable. Nous avons interrogé plus de 50 témoins potentiels. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune trace concrète de vos enfants. Marguerite Bonneau éclate en sanglots. Raymond, le visage fermé, demande « Que s'est-il passé selon vous ?» Le brigadier-chef hésite avant de répondre. L'hypothèse la plus probable, malheureusement, est celle d'un accident. Vos fils connaissaient bien la Loire, mais la rivière reste dangereuse. Ils ont pu glisser sur une berge humide ou se retrouver pris dans un tourbillon. Mais pourquoi on n'a pas retrouvé leur corps?
demande Marguerite d'une voix brisée. La Loire charrie parfois les corps sur de longues distances. Ils peuvent rester bloqués dans la végétation aquatique ou s'ensabler dans des zones difficiles d'accès. Nous continuerons à surveiller les découvertes en aval. Cette explication ne satisfait pas les parents. Ils connaissent leurs enfants mieux que quiconque. André et Michel étaient prudents, respectueux des consignes de sécurité. Ils ne se seraient jamais aventurés dans une zone dangereuse. Dans les semaines qui suivent, Raymond Bonneau mène sa propre enquête. Il retourne quotidiennement sur les berges, cherchant des indices que les gendarmes auraient pu manquer. Il interroge les pêcheurs, les promeneurs, tous ceux qui fréquentent les bords de Loire. C'est lors d'une de ses investigations personnelles qu'il fait une découverte troublante. En discutant avec M. Bretonneau, un pêcheur assidu qui connaît tous les secrets de la rivière, il apprend un détail intéressant. Dimanche dernier, vers 17h, j'ai vu une vedette remonter la Loire à vive allure, raconte le pêcheur. Elle venait du secteur où vos gamins avaient l'habitude de pêcher. J'ai trouvé ça bizarre parce que d'habitude, les bateaux de plaisance naviguent plus lentement le dimanche. Raymond sent son pouce accélérer. Vous pouvez décrire cette vedette? C'était un bateau blanc, assez grand, avec une cabine fermée. Il y avait plusieurs hommes à bord. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient l'air pressés, comme s'ils fuyaient quelque chose. Cette information n'avait jamais été communiquée aux gendarmes. Monsieur Bretonneau explique qu'il pêchait dans un secteur éloigné ce jour-là et qu'il n'avait pas fait le lien avec la disparition des enfants. Raymond rapporte immédiatement cette information au brigadier-chef Malcor. L'enquête est rouverte, mais les semaines passent sans révélation nouvelle. La vedette blanche reste introuvable. Ses occupants demeurent anonymes. Au fil des mois, l'affaire Bonneau rejoint le dossier des mystères non résolus de la région. Les parents n'abandonnent jamais l'espoir, organisant chaque année une messe commémorative le 15 juin. Marguerite garde la chambre des garçons en l'état, leur lit toujours fait, leurs vêtements rangés dans les armoires. L'automne 1975 apporte son lot de fausses joies. En octobre, un corps d'adolescent est retrouvé près d'Orléans. Pendant 48 heures terribles, les Bonneau vivent entre espoir et désespoir, avant que l'identification révèle qu'il s'agit d'un autre enfant, disparu depuis plusieurs mois. L'hiver s'installe sur Tours, recouvrant la Loire d'un manteau de brouillard qui rend la rivière encore plus mystérieuse. Raymond continue ses rondes quotidiennes, malgré le froid et l'humidité. Ses collègues de l'imprimerie s'inquiètent de le voir s'amaigrir, perdre ce sourire discret qui le caractérisait. En janvier 1976, un espoir renaît brièvement. Les ouvriers qui travaillent sur les berges de la Loire, près du pont de Fil, découvrent un objet métallique dans la vase, une boîte de conserve rouillée contenant des hameçons et du fil de pêche. Les parents reconnaissent immédiatement le matériel de Michel. Mais cette découverte, à plusieurs kilomètres en aval du lieu de disparition, ne fait que confirmer la thèse de la noyade accidentelle. Les mois se transforment en années. 1976, 1977, 1978. Chaque printemps apporte son lot de faux espoirs quand les crues découvrent de nouveaux objets sur les berges. Marguerite et Raymond vieillissent prématurément, leur chagrin creusant des rides profondes sur leur visage. En 1979, 4 ans après la disparition, ils déménagent. La maison de la rue des Artisans, trop chargée de souvenirs, est devenue invivable. Ils s'installent dans un petit appartement du quartier des Deux Lions, loin de la Loire et de ses berges maudites. Raymond prend sa retraite anticipée en 1982. À 50 ans, il n'a plus la force de continuer. L'imprimerie MAM, elle-même en difficulté économique, accepte son départ avec compassion. Marguerite continue son travail de couturière, mais ses mains tremblent parfois sur les tissus délicats. Les années 1980 voient s'estomper progressivement l'intérêt pour l'affaire Bonneau. De nouveaux drames occupent l'actualité locale. De nouvelles disparitions mobilisent l'attention des enquêteurs. Le dossier reste ouvert officiellement, mais plus personne n'y travaille activement. En 1985, 10 ans après la disparition, la Nouvelle République publie un article commémoratif. L'auteur, un jeune journaliste nommé Philippe Mercier, a mené sa propre enquête et révèle quelques détails troublants. Il a retrouvé la trace de Madame Girard,
la riveraine qui avait entendu le camion le jour de la disparition. « J'ai repensé souvent à cet après-midi », confie-t-elle au journaliste. « Ces hommes ne parlaient pas français entre eux. Ça ressemblait à de l'italien, ou peut-être du corse, et ils avaient l'air de se dépêcher, comme s'ils avaient quelque chose à cacher. » Cette révélation tardive relance brièvement l'intérêt pour l'affaire. Quelques anciens enquêteurs, maintenant retraités, évoquent la possibilité d'un règlement de compte entre bandes rivales. Mais sans preuve concrète, ces spéculations ne mènent nulle part. Le brigadier-chef Malcor, interrogé par le journaliste, reconnaît les limites de l'enquête de 1975. « Nous n'avions pas les moyens techniques d'aujourd'hui. Pas d'ordinateur, pas de base de données centralisée. Nous avons fait de notre mieux avec les outils de l'époque. » Les années 1990 apportent peu de nouveautés dans l'affaire. Raymond Bonneau meurt d'un cancer en 1993, emportant avec lui ses questions sans réponse. Marguerite, désormais seule, sombre dans une mélancolie profonde. Elle ne sort plus de son appartement que pour les courses essentielles et la messe dominicale. En 1995, 20 ans après la disparition, aucune cérémonie commémorative n'est organisée. Marguerite n'en a plus la force, et les quelques amis fidèles qui l'entouraient ont pris leur distance, lassés de ressasser un passé douloureux. L'entrée dans le nouveau millénaire se fait dans l'indifférence générale. L'affaire Bonneau appartient désormais au passé, un fait divers tragique parmi tant d'autres dans les archives de la gendarmerie de Tours. Les jeunes enquêteurs qui arrivent dans la brigade ne connaissent même plus cette histoire. Marguerite Bonneau s'éteint paisiblement en 2003, à l'âge de 68 ans. Elle n'aura jamais su ce qui était arrivé à ses fils. Ses obsèques, célébrées dans l'intimité, marquent symboliquement la fin de l'espoir de résoudre cette énigme. Mais parfois, la vie réserve des surprises inattendues. Parfois, la vérité refait surface au moment où on s'y attend le moins, portée par des circonstances que personne n'aurait pu prévoir. C'est exactement ce qui se produit le 12 octobre 2005, 30 ans et 4 mois après la disparition des frères Bonneau. Ce jour-là, Claude Mercier ouvre sa boutique d'antiquités de la rue Colbert, comme chaque matin depuis 15 ans. À 53 ans, cet ancien instituteur reconverti dans le commerce d'objets anciens a développé une expertise reconnue dans la région. Sa boutique, au souvenir du temps, attire une clientèle variée. Collectionneurs avertis, décorateurs en quête de pièces rares, particuliers cherchant à estimer un héritage familial. Claude Mercier possède cette qualité rare chez les antiquaires, une mémoire exceptionnelle pour les détails. Il se souvient de chaque objet qui passe entre ses mains, de chaque client qui franchit sa porte. Cette faculté lui a permis de bâtir sa réputation et de développer un réseau de relations solides avec les brocanteurs de la région. Ce mercredi matin d'octobre, vers 10h30, la clochette de sa porte d'entrée tinte doucement. Un homme d'une 60aine d'années entre dans la boutique. Il porte un costume sombre de bonne qualité, mais Claude remarque immédiatement ses mains qui tremblent légèrement et son regard fuyant. « Bonjour », dit l'homme d'une voix mal assurée. « Je voudrais faire estimer quelques objets de famille. » Claude Mercier accueille cette demande avec son professionnalisme habituel. « Bien sûr, monsieur. Qu'avez-vous à me montrer ?» L'homme sort de sa poche intérieure un petit sac en velours noir. Il l'ouvre avec des gestes hésitants et en extrait une montre de poche en argent. L'objet, malgré quelques traces d'oxydation, a conservé son éclat d'origine. Le boîtier porte des gravures délicates, et la chaîne, bien que ternie, révèle un travail d'orfèvrerie soigné. Claude Mercier prend la montre avec précaution et commence son examen. Il vérifie d'abord le mécanisme. La montre fonctionne parfaitement, preuve qu'elle a été entretenue régulièrement. Il observe ensuite les détails du boîtier, cherchant les poinçons qui indiqueront l'origine et la qualité de l'argent. C'est en retournant la montre qu'il découvre la gravure au dos du boîtier. Les lettres, finement ciselées, sont parfaitement lisibles malgré les années. Pour André et Michel, mes petits-fils adorés. Grand-père Lucien, 1974. Claude Mercier fronce les sourcils. Ces prénoms lui disent quelque chose, mais il ne parvient pas immédiatement à faire le lien. Il examine plus attentivement l'inscription, remarquant la qualité du travail de gravure et la patine qui confirme l'ancienneté de l'objet.
C'est une belle pièce, dit-il à son client. Une montre Omega des années 1950, en excellent état. La gravure est d'époque, très bien exécutée. Puis-je vous demander d'où elle provient? L'homme, visiblement mal à l'aise, hésite avant de répondre. C'est un héritage familial. Elle appartenait à mon oncle. Il est décédé récemment, et je dois vendre quelques affaires pour régler la succession. Claude Mercier sent que cette explication ne dit pas tout. L'attitude de l'homme, son nervosité, ses regards vers la porte trahissent un malaise profond. En 30 ans de commerce, il a appris à déceler les situations douteuses. « Votre oncle s'appelait comment » demande-t-il innocemment. « Lucien Morand » répond l'homme après une hésitation perceptible. Claude Mercier note mentalement cette information. Il décide de pousser un peu plus loin. « Et les gravures? André et Michel étaient ses petits-fils » L'homme devient livide. « Oui, c'est ça, mes cousins. Ils sont partis vivre à l'étranger depuis longtemps. » Cette réponse confirme les soupçons de Claude Mercier. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Il décide de gagner du temps. « Il me faut un peu de temps pour faire une estimation précise. Laissez-moi la montre jusqu'à demain. Je vous donnerai une évaluation détaillée. » L'homme paraît hésiter. « Non, je préfère ne pas la laisser. Vous pouvez me donner une estimation approximative maintenant ? » « Écoutez, » dit Claude Mercier d'un ton ferme. « Pour une pièce de cette qualité, je dois vérifier plusieurs éléments. Si vous voulez une estimation sérieuse, il faut me laisser le temps de faire les choses correctement. » Après quelques minutes de réflexion, l'homme accepte finalement de confier la montre. Il laisse un faux nom et un numéro de téléphone portable avant de quitter précipitamment la boutique. Dès que l'homme disparaît, Claude Mercier retourne la montre entre ses mains, intrigué par cette gravure qui continue de résonner dans sa mémoire. André et Michel, 1974. Soudain, la révélation le frappe comme un coup de poing. Il se souvient maintenant. L'affaire des deux frères Bonneau, disparus en 1975 à Tours. Il était encore instituteur à l'époque, et cette tragédie avait marqué toute la communauté éducative. André et Michel Bonneau, ces prénoms correspondent exactement à ceux gravés sur la montre. Claude Mercier se précipite vers son ordinateur et lance une recherche sur Internet. Il trouve rapidement des articles d'archives mentionnant la disparition des frères Bonneau. Les détails concordent. André, 16 ans, Michel, 14 ans, disparu le 15 juin 1975 lors d'une partie de pêche sur la Loire. Le cœur battant, il décroche son téléphone et compose le numéro de la gendarmerie de Tours. Il demande à parler à un responsable de l'enquête criminelle. « Lieutenant Véronique Dufresne à l'appareil » répond une voix féminine. Claude Mercier explique sa découverte, décrit la montre et sa gravure, raconte la visite de l'homme nerveux. La lieutenante Dufresne l'écoute avec attention, prenant des notes détaillées. « Monsieur Mercier, ne touchez plus à cette montre. Nous arrivons immédiatement. Et surtout, si cet homme revient, appelez-nous aussitôt. » Une heure plus tard, la lieutenante Dufresne arrive à la boutique accompagnée de 2 techniciens de police scientifique. Véronique Dufresne, trentenaire dynamique aux cheveux châtains coupés courts, a rejoint la gendarmerie de Tours il y a 3 ans. Elle connaît l'affaire Bonneau pour l'avoir étudiée lors de sa formation comme exemple de cold case non résolu. Elle examine la montre avec fascination. « C'est incroyable », murmure-t-elle. 30 ans après, cette montre ressurgit. Les techniciens procèdent au relevé d'empreintes sur le boîtier et la chaîne. Ils trouvent plusieurs séries d'empreintes différentes, ce qui suggère que l'objet a été manipulé par plusieurs personnes au fil des années. « Décrivez-moi encore cet homme », demande la lieutenante à Claude Mercier. L'antiquaire fait un portrait précis. La soixantaine, environ 1,75 m, corpulence moyenne, cheveux gris, teint basané, accent du midi. Il portait un costume sombre, une chemise blanche, pas de cravate, une cicatrice sur la joue gauche, assez visible. Cette description fait tilt dans l'esprit de Véronique Dufresne. Elle a lu tous les dossiers d'enquête de 1975 et elle se souvient d'un détail troublant mentionné par Madame Girard, la riveraine qui avait entendu des voix d'hommes le jour de la disparition. Elle avait parlé d'un accent du midi. « Monsieur Mercier, cet homme a-t-il dit quand il reviendrait »
Demain, dans l'après-midi, vers 15 heures. Véronique Dufresne prend une décision rapide. Nous organiserons une surveillance discrète. S'il se présente, nous l'interpellerons pour vérification d'identité. Le lendemain, jeudi 13 octobre 2005, Claude Mercier ouvre sa boutique avec une nervosité inhabituelle. Depuis 8 heures du matin, 2 gendarmes en civil surveillent la rue Colbert depuis une camionnette banalisée. Véronique Dufresne elle-même se poste dans un café voisin, d'où elle peut observer l'entrée de la boutique. 15 heures arrivent sans que l'homme se manifeste. 15h30 puis 16 heures. À 17 heures, Véronique Dufresne commence à craindre que l'homme ait senti le piège. Mais à 17h15, la clochette de la boutique tinte. L'homme d'hier entre d'un pas hésitant, regardant autour de lui avec méfiance. Claude Mercier, qui a reçu des consignes précises, l'accueille naturellement. « Bonjour, monsieur Morand. J'ai terminé l'expertise de votre montre. » L'homme s'approche du comptoir. « Ah, parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut ?» Claude Mercier sort la montre de son tiroir-caisse. « C'est une belle pièce, effectivement. Je peux vous proposer 800 €. » À ce moment précis, la porte de la boutique s'ouvre et Véronique Dufresne entre, suivie de 2 gendarmes. L'homme comprend immédiatement qu'il est pris au piège. Son visage se décompose et il fait un mouvement vers la sortie, mais les gendarmes bloquent déjà la porte. « Police nationale, contrôle d'identité », annonce calmement Véronique Dufresne. « Vos papiers, s'il vous plaît. » L'homme sort sa carte d'identité d'une main tremblante. Véronique Dufresne lit « Paul Santini, né le 3 mars 1943, à Ajaccio. Profession, retraité. » Monsieur Santini, pouvez-vous nous expliquer comment cette montre est entrée en votre possession? Paul Santini reste silencieux, le visage fermé. Véronique Dufresne insiste. Cette montre porte une gravure qui la relie à une affaire criminelle. 2 enfants disparus en 1975. Vous avez quelque chose à nous dire? Le silence de Santini se prolonge. Véronique Dufresne prend la décision de l'emmener au commissariat pour un interrogatoire en règle. Monsieur Santini, vous allez nous accompagner pour un complément d'enquête. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais votre coopération est indispensable. Au commissariat de Tours, Paul Santini est placé en garde à vue pour recel. Véronique Dufresne commence son interrogatoire avec méthode, sachant qu'elle tient peut-être enfin la clé de l'énigme qui hante la région depuis 30 ans. Monsieur Santini, cette montre appartenait à André et Michel Bonneau, 2 enfants disparus en juin 1975. Comment avez-vous pu l'obtenir? Paul Santini garde obstinément le silence. Il fixe un point au-dessus de l'épaule de l'enquêtrice, refusant de croiser son regard. Véronique Dufresne change de tactique. Nous allons vérifier vos empreintes sur la montre. Si elles correspondent à des traces relevées sur d'autres scènes de crime, vous risquez des poursuites beaucoup plus graves que le simple recel. Cette menace fait trembler légèrement Santini, mais il maintient son silence. L'interrogatoire se poursuit pendant des heures. Véronique Dufresne alterne questions directes et approches psychologiques, cherchant la faille dans l'armure de silence de son suspect. Elle évoque sa famille, ses enfants s'il en a, sa conscience. Vers 22 heures, l'épuisement commence à se faire sentir des 2 côtés. Paul Santini, qui n'a rien bu ni mangé depuis son arrestation, montre des signes de fatigue. Ses mains tremblent davantage, et il évite de plus en plus le regard de l'enquêtrice. « Monsieur Santini, » dit Véronique Dufresne d'une voix douce, ses enfants avaient 14 et 16 ans. Ils avaient toute la vie devant eux. Leurs parents sont morts sans savoir ce qui leur était arrivé. Vous ne croyez pas qu'il est temps de dire la vérité? Pour la première fois, une émotion traverse le visage de Paul Santini. Ses yeux se mouillent légèrement et il semble lutter contre lui-même. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », finit-il par murmurer. Véronique Dufresne sent qu'elle approche du but. « Monsieur Santini, nous avons 30 ans pour reconstituer cette affaire. Nous avons des témoins, des indices, des recoupements. Tôt ou tard, nous découvrirons la vérité. Mais vous pouvez nous aider à comprendre ce qui s'est passé. » Paul Santini ferme les yeux et reste silencieux pendant de longues minutes. Puis soudain sa voix brisée s'élève dans la pièce. Il n'aurait jamais dû être là ce jour-là. Cette phrase, prononcée dans un souffle, fait l'effet d'une bombe.
Véronique Dufresne sent son cœur s'accélérer, mais elle garde son calme professionnel. « Que voulez-vous dire, monsieur Santini, où n'aurait-il pas dû être ?» Paul Santini ouvre les yeux et regarde enfin l'enquêtrice en face. Au bord de la Loire, ils pêchaient, ils ont tout vu. Qu'ont-ils vu exactement? Paul Santini prend une inspiration profonde, comme s'il se préparait à confesser un péché qui l'oppresse depuis 30 ans. Nous vidions des bidons dans la rivière, des produits chimiques de la raffinerie. Mon frère dirigeait l'opération, Jean-Baptiste ne laissait jamais de témoins. Cette révélation confirme les pires soupçons de Véronique Dufresne. Elle continue son interrogatoire avec une tension croissante. Quelle raffinerie? De quels produits chimiques s'agissait-il? Une raffinerie clandestine de drogue. Nous produisions de l'héroïne dans une ancienne usine désaffectée près de Langeais. Les produits chimiques servaient au raffinage. Quand nous avons déménagé l'opération, il fallait se débarrasser des traces. Véronique Dufresne comprend maintenant l'ampleur du crime. « Et ces enfants vous ont surpris ?» Paul Santini hoche la tête misérablement. « Ils étaient cachés dans les roseaux. Mon frère les a trouvés. Il a dit qu'on ne pouvait pas les laisser partir. » Qu'est-il arrivé exactement? Le silence de Paul Santini se prolonge. Véronique Dufresne insiste doucement. « Monsieur Santini, ces familles ont besoin de savoir. Après 30 ans, elles méritent la vérité. » Paul Santini éclate soudain en sanglots. « Mon frère il les a noyés, dans la Loire. J'ai essayé de l'arrêter, mais Jean-Baptiste ne m'écoutait jamais. Il était le chef, moi je n'étais qu'un exécutant. » Cette confession, arrachée après des heures d'interrogatoire, révèle enfin la vérité sur la disparition des frères Bonneau. Véronique Dufresne sent un mélange de satisfaction professionnelle et de tristesse profonde. Après 30 ans, l'énigme est résolue, mais la vérité est plus sombre que tout ce qui avait été imaginé. La montre, comment l'avez-vous récupérée? Elle était tombée pendant la lutte. Jean-Baptiste l'a ramassée, il la gardait comme un trophée. Quand il est mort l'année dernière, j'ai hérité de ses affaires. J'ai trouvé cette montre dans ses papiers. Véronique Dufresne termine son interrogatoire aux premières heures du matin. Paul Santini, épuisé par sa confession, signe sa déposition en tremblant. Il est inculpé de complicité de meurtre et placé en détention provisoire. Les jours suivants voient se développer une enquête d'ampleur. Les aveux de Paul Santini permettent de localiser l'ancienne raffinerie clandestine près de Langeais. Les techniciens y découvrent encore des traces de l'activité criminelle qui s'y déroulait dans les années 1970. L'enquête révèle l'existence d'un réseau de trafic de drogue dirigé par Jean-Baptiste Santini, le frère de Paul. Ce réseau, qui opérait dans la vallée de la Loire entre 1972 et 1978, importait de l'héroïne brute de Marseille et la raffinait dans l'usine désaffectée avant de la redistribuer vers Paris et l'Europe du Nord. Les recherches dans la Loire, guidées par les indications de Paul Santini, permettent de localiser les corps des deux frères. Ils reposent à 15 kilomètres en aval de leur lieu de disparition, dans une zone de la rivière où les courants les ont déposés et où la vase les a préservés. L'identification formelle est effectuée grâce au dossier dentaire conservé par le médecin de famille. André et Michel Bonneau sont enfin retrouvés, 30 ans et 4 mois après leur disparition. La nouvelle fait sensation dans la région. La presse nationale s'empare de l'affaire, évoquant un cold case résolu grâce à une montre gravée. L'histoire fascine par sa dimension dramatique et la persévérance involontaire de cette montre qui a fini par révéler la vérité. Les obsèques d'André et Michel Bonneau sont célébrées le 15 novembre 2005 en la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Une foule considérable assiste à la cérémonie, témoignant de l'émotion suscitée par cette affaire. Les cercueils sont ensuite transportés au cimetière de la Salle, où reposent déjà leurs parents. Paul Santini, jugé en mars 2007, est condamné à 15 ans de prison pour complicité de meurtre. Malgré sa coopération avec la justice, le tribunal retient contre lui sa participation active au double crime et son silence pendant 30 ans. L'affaire révèle également l'ampleur de la pollution causée par le déversement des produits chimiques dans la Loire.
Une enquête environnementale établit que les substances déversées ont contaminé l'eau potable de plusieurs communes pendant des mois, causant des problèmes de santé publique qui n'avaient jamais été reliés à leur véritable cause. Cette tragédie nous rappelle que derrière chaque disparition mystérieuse se cachent souvent des secrets inavouables et des crimes que leurs auteurs espèrent voir sombrer dans l'oubli. André et Michel Bonneau ont payé de leur vie le fait d'avoir été témoins d'une activité criminelle, victimes innocentes d'un monde de violence qu'ils ne pouvaient pas comprendre. La montre gravée, conservée précieusement par un criminel comme macabre souvenir, a fini par devenir l'instrument de la justice. Après 30 ans de silence, elle a permis de révéler la vérité et d'offrir enfin la paix aux âmes de 2 enfants innocents. Que pensez-vous de cette histoire ? Avez-vous pu percevoir les signes qui annonçaient cette terrible révélation ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie sur une affaire réelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces mystères du passé.